et bienvenue dans ce débat consacré à la place des loueurs et le rôle qu'ils ont à jouer dans la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Hier, les loueurs étaient fournisseurs d'automobiles et de financement, ils le sont toujours un peu, et beaucoup même, puis des services automobiles. Et les loueurs longue durée aujourd'hui doivent se transformer en fournisseurs de solutions de mobilité. Sinon, d'autres risquent de le faire à leur place. Pour en débattre, 3 invités autour de notre table. Je commence par Jean-François Codina, qui est directeur des nouvelles mobilités chez Arval France. Bonjour. Bonjour Yves. Guillaume Moreau, qui est directeur général adjoint à la direction du commerce chez ALD Automotive. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et Jean-Loup Savigny, qui est directeur commercial et marketing chez LeasePlan. Bonjour. Bonjour. Donc si nous devions définir la mobilité d'une manière générale, comment le feriez-vous ? La mobilité est définie comme un service qui doit être présent sur toute la chaîne de valeur de la mobilité d'un collaborateur en entreprise et qui finalement se résume par le déplacement d'un point A à un point B qui se fait traditionnellement chez Arval par de la location longue durée à nos salariés et qui a évolué dans le temps sur d'autres formes de mobilité plus flexibles comme de la moyenne durée, sur du covoiturage, sur du vélo-partage, sur de l'autopartage, sur différentes formes qui permettent à une entreprise d'accompagner ses salariés en termes de mobilité. On part d'un modèle traditionnel et on tend petit à petit vers des innovations, une adaptation de nos solutions aux besoins des clients. Et chez ALD Automotive, Guillaume ? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des nouveaux comportements qui se mettent en place, il y a des nouveaux usages, il y a un certain nombre de cadres d'entreprises qui, auparavant, c'était le Graal d'obtenir un véhicule de fonction. Maintenant, ils préfèrent des solutions où l'entreprise leur met à disposition un package avec des solutions de mobilité qui peuvent être des solutions même de package train ou avion. Donc je crois que notre rôle, c'est aussi d'accompagner cette transformation, ces nouveaux comportements et ces nouveaux usages. Chez LeasePlan, ça se passe comment ? Chez nous, on est assez proche de la définition de nos confrères. Je crois que la mobilité, c'est tout ce qu'engendre un déplacement dans l'entreprise. Et pour que la mobilité, ou en tout cas le travail sur la mobilité, joue vraiment son rôle à plein dans l'entreprise, il faut considérer son rôle économique, social et environnemental, puisqu'on ne va pas toucher les mêmes populations que lorsqu'on est en location longue durée, puisqu'on va fournir des véhicules à des commerciaux, on peut fournir des véhicules utilitaires, donc on s'occupe d'une partie de la mobilité et on optimise une partie du coût de la mobilité, qui est le coût de la location, à travers le coût de détention du parc automobile. Aujourd'hui, c'est vrai que notre rôle se déplace un petit peu. Notre rôle de conseiller en gestion de mobilité est renforcé par les contextes qui arrivent aujourd'hui de plus en plus et qui sont de plus en plus prégnants. Je crois que le sujet n'est pas simple dans le monde de l'entreprise, puisque connaître son coût de détention, maintenant c'est relativement facile. Connaître son coût de mobilité, c'est très difficile parce qu'il faut savoir le recenser. Il faut savoir le recenser, il faut savoir le contrôler et il faut être en mesure de l'optimiser. Et donc notre rôle, c'est d'abord d'accompagner nos clients autour de cette mobilité pour bien comprendre ce qu'est cette mobilité et ensuite comment on peut l'optimiser. Et encore une fois, avec certainement un périmètre autour duquel on doit toujours considérer les environnements sociaux, économiques et environnementaux. Alors à vous écouter tous les trois, vous accompagnez vos clients sur ces nouveaux usages, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il suffit d'accompagner, de suivre et de s'adapter ? Ou à vous entendre, vous n'anticipez pas forcément ? Ce qu'on ne peut pas faire, c'est décider à la place de nos clients. Donc on peut être force de proposition, on peut apporter des conseils, on peut les aider à réfléchir, mais à un moment donné, il faut aussi associer un comité de direction à la décision. Et donc notre rôle aujourd'hui, pour que les décisions soient cohérentes avec les enjeux, il faut être en mesure, encore une fois, de bien travailler l'identification du coût de mobilité. Donc notre rôle, c'est ça aujourd'hui. Et on ne peut pas aller plus vite que les décisions de l'entreprise, donc les décisions qui seront prises dans l'entreprise. C'est uniquement lié à un coût de mobilité ? Non, je crois que c'est un contexte beaucoup plus global. Quand on parle de mobilité, par exemple le travail à domicile, dans quelle catégorie on met le travail à domicile ? Dans quelle catégorie on met la productivité d'un commercial ? Si un commercial met 1 heure à se déplacer tous les matins pour venir à son bureau, est-ce qu'il ne vaut mieux pas lui permettre de travailler en home office ? Et cette action-là, est-ce que c'est une action de mobilité ou est-ce que c'est une action d'entreprise pour optimiser le travail de son collaborateur ? Et nous, on doit identifier les pistes qui sont les plus faciles à mettre en œuvre en priorité.
mais aussi accompagner l'entreprise dans sa réflexion, parce qu'on est au début de cette réflexion finalement. Et en fait, là où on voit, pour rejoindre un peu ce que disait Jean-Loup, là où on voit l'évolution, c'est qu'il y a 10-15 ans, des sociétés comme les nôtres s'occupaient essentiellement du véhicule, que ce soit un véhicule utilitaire ou un véhicule particulier. D'ailleurs, il y a quelques années, on était très fiers de faire visiter nos plateaux SAV, la manière dont on donnait un accord. Aujourd'hui, c'est terminé. Et je crois que là où on a tous évolué, c'est qu'aujourd'hui, on s'occupe principalement du conducteur, c'est-à-dire de la femme ou de l'homme qui est au volant du véhicule et à qui on doit fournir des services, alors de mobilité, et puis surtout lui rendre la vie au quotidien la plus facile. Si je pense notamment au monde ALD Automotive et l'appli MyALD, l'idée de MyALD, c'est pas uniquement de l'aider dans la mobilité, c'est aussi de lui rendre la vie la plus facile. Par exemple, comme le fait Doctolib pour prendre un rendez-vous chez le dentiste ou chez le généraliste, avec MyALD, tu vas pouvoir organiser directement via l'appli un rendez-vous auprès du concessionnaire de la marque le plus proche. Voilà. Donc c'est la mobilité et c'est aussi le bouquet de services qu'on va pouvoir apporter à la personne qui bénéficie de cette mobilité. Pour compléter, dans l'accompagnement, il y a des choses concrètes aujourd'hui qui fonctionnent. Et je pense que nous trois, nous le témoignons sur l'autopartage, sur des solutions de vélo, de covoiturage, et des solutions fonctionnelles sur lesquelles on peut accompagner, sur lesquelles, chez nos clients, il y a déjà une réflexion avancée. Ils sont en attente d'une mise en œuvre. Et sur d'autres, nous savons aussi être proactifs, pour retourner à votre question. Nous savons aussi anticiper les tendances. C'est pour ça que les acteurs de location longue durée investissent souvent quelques années en avance sur du crédit mobilité, sur l'autopartage, sur la télématique, en sachant que la réglementation va changer, des fiscalités vont changer, des changements comportementaux vont nous aider. Nous savons aussi nous positionner en amont et accompagner nos clients dans le temps à ces changements. Le crédit mobilité, c'est quelque chose, ça reste un épiphénomène ou c'est quelque chose qui ça représente des chiffres chez vous Alors, la tendance de ce qu'on observe en termes de besoins clients, c'est que ça reste encore des populations assez ciblées, souvent des cadres urbains dans des grandes, dans des grandes villes, assez bien desservies en transport en commun et qui finalement vous démontrent que oui, la voiture est utile. Bon, voilà, c'est important, mais en fait, c'est son usage est peut-être différent de ce qu'on concevait avant et qui préférait peut-être aller en transport en commun, voire avec des autopartages, et puis pouvoir consommer la voiture différemment, un week-end ou autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la population, elle est restreinte, par contre, elle est fidèle. Ceux qui l'ont pris ne veulent plus revenir en arrière, et c'est intéressant. Voilà, ça concerne encore une petite population, mais on veut accompagner cette tendance. Alors sur ces nouveaux usages, on va attaquer un deuxième volet sur cette mobilité dans la location longue durée. On va voir le rôle que vous jouez par rapport à l'autopartage et au covoiturage, qui sont des nouvelles formes d'usage. Alors, est-ce que votre rôle, il y a des plateformes qui se sont constituées sur ces deux secteurs. Est-ce que vous êtes, à terme, vous allez devenir des co-acteurs avec eux, mais c'est eux qui décident. Est-ce que vous allez créer vos propres solutions d'autopartage et de covoiturage? Quel rôle vous avez à jouer dans cet autopartage et ce covoiturage? Je crois qu'il faut être assez réaliste sur le sujet. Les loueurs, et je parle aussi pour mes confrères, on a été les premiers à vraiment se poser des questions autour du covoiturage et de l'autopartage. On a été les premiers à mettre à disposition de nos clients des solutions. Aujourd'hui, dans notre monde... Il y a des gens comme Blablacar qui existent ou des gens... Ils n'existaient pas quand on l'a fait. Quand on a décidé de mettre en place de l'autopartage il y a une dizaine d'années, il n'y avait personne qui était capable de le faire. Et nous, on l'a fait. Et c'était pas facile à mettre en place. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui vont plus vite que nous dans ces domaines-là. Et la question qu'on doit se poser, et que nous on se pose, c'est est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on lâche prise? Voilà, ou est-ce que vous laissez la place? On ne laissera pas la place parce qu'on doit agréger des services, et Guillaume l'a dit tout à l'heure, l'utilisateur étant de plus en plus au cœur de nos préoccupations. On a des services qui sont dédiés à l'accompagnement des utilisateurs. Il y a MyListPlan aussi qui est fait vraiment pour ça. Et donc on suit les besoins d'un utilisateur, et là aussi on optimise le temps qu'un utilisateur a à consacrer à son automobile, qu'il s'agisse de la maintenance, qu'il s'agisse d'un véhicule relais quand il est en voyage, de la courte durée, etc. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est pas simplement de se dire on doit être le créateur de toutes les solutions de mobilité, parce qu'encore une fois, c'est un investissement technologique parfois. Il y a des entreprises qui ont été capables d'aller plus vite et de travailler sur d'autres sujets, parce que nous, on ne peut pas travailler sur les sujets. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit être aussi
des entreprises qui agrègent les différents services disponibles. Aujourd'hui, quand on parle d'autopartage, il y a quand même une voiture. Hein, au milieu Bien sûr, de base, c'est quand même une voiture à partager ou une Covoiturage, il y a le mot voiture. voilà. Donc on doit apporter la solution aussi voiture, quelque part. Et si on apporte la solution de la voiture, on va apporter la solution des services autour de la voiture, mais on n'apportera pas la technologie qui va permettre à ces entreprises de mettre en place un dispositif. Et moi je trouve qu'au contraire, on a de plus en plus notre rôle à jouer, qui est d'associer nos portefeuilles de clients, parce que nous trois, on a quand même plusieurs centaines de milliers de véhicules à la route et plusieurs milliers de clients, ce que n'ont pas forcément des sociétés d'autopartage ou de covoiturage. Et je crois qu'il faut être capable d'accepter ça et d'envisager d'agréger des services autour de notre métier de base. Mais c'est une opportunité supplémentaire. Alors, est-ce que le covoiturage, c'est pas plutôt fait pour les particuliers et l'autopartage pour les professionnels? Est-ce que vous... un driver, c'est un particulier. Pour nous, un conducteur de voiture, il a sa famille, il a des besoins qui lui sont propres. On fait de moins en moins la séparation entre le monde pro et le monde privé. Et pour terminer sur la partie innovation, nous, on est persuadés chez ALD que comme dans toute industrie, l'innovation viendra en partie de l'interne, comme dans toute industrie. Regardez, Google, c'est une boîte magnifique, et pour autant, ils innovent eux-mêmes, mais ils achètent aussi beaucoup de start-up ou de sociétés plus matures, très innovantes. Mais nous, ça sera pareil. C'est-à-dire, d'un côté, on doit s'associer à des petites sociétés peut-être probablement plus agiles, mais on devra aussi, et on l'a prouvé depuis des dizaines d'années, innover par nous-mêmes. Mais je rejoins l'idée qu'on a plutôt été très en avance sur l'évolution des solutions de mobilité plutôt que suiveurs. Hein. Et je terminerai sur, notamment, vous parlez de covoiturage. Bon, vous le savez peut-être, on a un partenariat très important, nous, ALD, avec Blablacar. Et là, c'est une association qui est assez formidable parce que à la fois, on répond aux nouveaux usages, aux nouveaux comportements. Blablacar, avec les grèves SNCF, ils ont le nombre de réservations qui a explosé. Nous, Blablacar, sans ALD, peut difficilement se développer, puisque nous, on fournit les solutions de service aux ambassadeurs Blablacar, qui eux-mêmes apportent le service à l'utilisateur final. Donc, Blablacar, sans nous, aura probablement du mal à se développer. Puis nous, avec Blablacar, on va aller chercher des clients qui sont plutôt de l'ordre du private lease. Alors on a parlé des plateformes, mais il y a d'autres acteurs, les constructeurs, qui reviennent sur le marché, qui offrent leurs propres, qui sont à la fois vos fournisseurs et concurrents sur les financements. Donc qui eux aussi essayent de reprendre un petit peu ce monde des services qui vous avez laissé parce qu'ils le faisaient peut-être pas bien. Comment ça se passe? Ils ont aussi leur solution de covoiturage. Alors que vous fonctionnez bien avec les plateformes, avec les constructeurs, est-ce que là vous êtes en frontal sur le covoiturage, l'autopartage, ces solutions de mobilité, puisqu'ils créent leurs entités aussi mobility entre guillemets? Honnêtement, sur la partie en fait constructeur, c'est une concurrence naturelle et saine qu'on a depuis des années face à Peugeot, face à Renault ou autres. On a toujours bien travaillé sur ces sujets. Oui, Renault ou autres développent des solutions d'autopartage parce que finalement la mobilité est au cœur et ça montre que tous ensemble on a un sujet de fond à traiter sur la mobilité des collaborateurs. Le marché est très grand, la compétition elle est saine et permet de nous enrichir. Donc il n'y a pas vraiment de compétition frontale avec les constructeurs. On est plutôt très complémentaires et très avant-gardistes sur le marché. Oui, et puis je crois que les constructeurs ont une réflexion qui est plus consacrée à la voiture et ce que la voiture peut apporter comme information, base de données et travail autour de la data. Et nous, on est quand même dans un monde de services encore aujourd'hui et nos clients ont besoin d'avoir... Je pense notamment aux grands comptes. Il y a beaucoup de grands comptes qui ont besoin d'être multimarques. Oui, bien sûr. Et qui ont besoin d'avoir il y a des groupes automobiles qui sont largement multimarques. Il y a des groupes qui sont multimarques, mais qui ne sont pas toutes les marques. Tout à fait. Alors que nous, on est quand même toutes les marques. Et surtout, on est capable d'avoir un report par marque. Et là aussi, d'apporter des services autour de ça. Donc chacun a un rôle à jouer dans le jeu. Ça va très très vite aujourd'hui. Hein. Il faut accepter ça. Il faut accepter que
le temps est réduit et la course à la technologie est aussi très importante. On profite aussi des innovations des constructeurs. Hein. Quand il y a plus d'informations qui nous remontent d'un constructeur, c'est une opportunité. Les constructeurs Le fait qu'ils mettent des boîtiers d'origine en oui, première bien monte. sûr. Les constructeurs profitent aussi de nos informations pour faire évoluer, là aussi. Les constructeurs ont créé par exemple des séries limitées pour répondre au monde de l'entreprise parce que justement on était capable de leur dire voilà ce qu'est le véhicule idéal dans le monde de l'entreprise. Donc on a des mondes parallèles, mais on ne couvre pas tout le marché, ni les uns ni les autres. Donc on a des opportunités de marché qui sont grandes. On parlait tout à l'heure d'autopartage, nous on fait du scooter partage avec CityScoot, ça n'existait pas il y a quelques années. Et donc ça ouvre des perspectives pour toucher le private d'une autre façon, le particulier d'une autre façon. Quand on fait CityScoot, tous les utilisateurs de CityScoot sont des particuliers. Et pourtant, notre client final, on est un B2B. Et donc, le CityScoot ne va pas consulter un constructeur pour financer, je ne crois pas, hein, pour financer des scooters. Parce qu'on est capable, encore une fois, d'apporter beaucoup. Alors Jean-Loup, vous l'avez dit, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, le B2B et finalement le 2C. C'est la troisième partie de ce débat sur les loueurs. Est-ce que justement l'avenir, le grand développement et le nouveau sursaut de la location longue durée, c'est pas justement de travailler avec les particuliers, de proposer aussi des solutions de financement aux particuliers? Quand on essaie d'opposer les constructeurs et les loueurs longue durée, je crois que tout ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire il y a quelques années, la location longue durée, c'est soit les constructeurs, soit les loueurs. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à la location longue durée. Et c'est pas la location longue durée, il ne faut pas le considérer que c'est le territoire absolu, soit des entreprises qui ont déjà un certain âge pour les nôtres, ou des constructeurs. Ça peut être demain des plateformes complètement disruptives qui arrivent sur ce marché-là. Il ne faut pas être naïf. Ça peut très bien aussi arriver. Et d'ailleurs, la meilleure... Il faut quand même avoir un banquier, c'est plus rassurant d'avoir un banquier derrière. Oui, mais je crois qu'il faut rester humble en la matière et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et beaucoup d'entreprises se mettent dans la mobilité. On vient de lancer une offre, nous, avec EDF, justement pour adresser cette clientèle d'artisans, de commerçants qui représentent le potentiel de développement probablement important avec les particuliers dans les années qui viennent, sur EDF, donc fournisseur d'électricité, se met aujourd'hui à proposer à ses pros, à ses clients pros, des bouquets d'offres de mobilité. Donc EDF Pro maintenant propose de la location longue durée ALD à ses clients professionnels. Qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'une entreprise comme EDF puisse proposer, en plus de ses abonnements traditionnels, de la mobilité. Là, c'est le cas. Et Yves, pour compléter, clairement, le marché des particuliers est un relais de croissance formidable pour les loueurs. On y travaille activement sous toutes ses formes. Hein. Bien sûr, on pense naturellement à la location de longue durée aux particuliers, mais aussi on pense on n'a plus de problème de taxes professionnelles. Enfin, ça se passe autrement aujourd'hui. Mais le particulier, je crois qu'il est... comme ce qu'on considérait l'entrepreneur hier, il a besoin de services. C'est-à-dire, il a besoin de services, l'usage a changé. Vous imaginez pas être propriétaire de votre box aujourd'hui. Tout le monde, personne ne peut même acheter une box. Donc finalement, il veut une voiture, mais il ne veut pas que la voiture, il veut aussi l'ensemble des services que nos sociétés peuvent proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que la démarche, finalement, on parlait au départ de chaîne de valeur, c'est que voilà, on parle de l'allocation longue durée aux particuliers. Chez Arval, ça s'appelle aussi Arval for Employees. C'est que finalement, on s'adresse, et c'est Jean-Loup qui le disait justement tout à l'heure, à d'autres personnes dans l'entreprise, des responsables de ressources humaines notamment, pour montrer qu'on est capable de faire de l'allocation longue durée. On parlait de covoiturage, mais c'est aussi un mode de mobilité en entreprise que se déplacer en temps de grève pour aller au travail. C'est aussi son départ à la retraite. Comment le gérer? Est-ce que je préférais partir avec ça ou plutôt avec une voiture? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on met à plat et à destiner finalement de services à tous les salariés. On était dans le B2B, on est maintenant dans le B2C et finalement c'est naturel et nos clients nous trouvent légitimes pour proposer ça. On a lancé dans certains pays, bientôt en France, Arval for Me, qui est une plateforme où des salariés ou un particulier peut acheter des pneumatiques, peut avoir des tarifications parce que voilà, on a aussi des réseaux de partenaires et on aimerait en faire bénéficier pas seulement les conducteurs des voitures Arval, mais finalement tous les salariés de nos clients. Et là où ça va très loin, c'est que, pour poursuivre sur ce sujet-là, c'est la location longue durée de véhicules d'occasion. Nous, on s'est lancé depuis quelques mois
sur ce segment-là. Ça veut dire que notre client potentiel en particulier, c'est pas uniquement l'acheteur potentiel de véhicules neufs. Oui, ça permet de faire C'est l'acheteur de véhicules. Ça permet de faire des offres meilleur marché. Évidemment. Et puis tout le monde, les gens qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer, soit régulièrement, soit occasionnellement, ils n'ont pas tous nécessairement besoin d'un véhicule neuf. Donc ils ont besoin d'un véhicule en état de marche avec le service qui va avec. Ce sont des véhicules qui ont quel âge à peu près? En général, ce sont des véhicules qui ont entre 12 et 24 mois et autour de 20-30 000 kilomètres. Je crois que l'usage de l'automobile et la consommation d'automobile va changer. C'est-à-dire que, effectivement, ça a déjà changé, mais la location longue durée, c'est une solution et on n'est pas complètement concentré que sur le véhicule neuf parce qu'on a des produits qui n'existent pas forcément sur le marché du particulier. On revend beaucoup à des marchands. Et c'est vrai que les solutions de relocation, nous, on a deux solutions. Il y a Privilise, qui est un catalogue neuf à destination des salariés de nos clients. Et tout à l'heure, Jean-François le disait, mais les voitures de fonction des entreprises, c'est 10% des salariés qui ont un véhicule de fonction. Il y en a 90% qui n'en ont pas. À notre échelle, nous, ça représente juste 1 million de salariés chez nos clients qui n'ont pas de véhicule de fonction et qui nous connaissent. Parce qu'attaquer le marché du particulier, il y a d'autres enjeux. Il y a la communication, la publicité. Et donc, attaquer ce marché-là par le biais de clients et de gens qui nous connaissent, c'est déjà une grande opportunité. Chez nous, on a un slogan depuis 1 an qui est Anytime, Anycar, Anywhere. Ça veut dire que pour le particulier ou pour l'entreprise, on doit accéder à un véhicule. Quand on en a besoin, on paye un loyer et on peut avoir une fois un véhicule neuf, une fois un véhicule d'occasion, une fois une grande berline, une fois un véhicule plus large. Et ça passe par la nécessité de s'organiser pour distribuer l'automobile et pas simplement que la location longue durée, parce que nos enjeux à nous aujourd'hui, c'est aussi de fabriquer une deuxième vie à nos voitures. Et si demain on sécurise cette deuxième vie, ça veut dire qu'on sécurise aussi le prix quelque part et notre compétitivité pour le monde de l'entreprise. Donc nos enjeux ont changé complètement. Et il y a un marché pour la troisième vie de ces voitures. On n'est pas forcément là aujourd'hui. Parce qu'il va falloir les revendre. Mais en tout cas, il y aura une volatilité qui sera plus faible en termes de prix, j'entends, sur la troisième vie que sur la deuxième. Et donc forcément, nos enjeux et notre diversification, elle va s'opérer par le fait qu'on va toucher des nouveaux clients, de nouvelles façons, avec de nouvelles voitures, d'occasion récentes, d'occasion avec des véhicules qui peuvent être kilométrés pour avoir des plus petits prix. Et donc en fait, on est dans un contexte qui évolue tellement vite qu'on a de nouvelles opportunités qui apparaissent, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 7 ans ou 8 ans, quand on était très concentré sur notre core business, qui était de faire de la location auprès de l'entreprise. Alors, et sur la mobilité, on le voit qu'avec nos innovations, par exemple, si je reprends le sujet du véhicule électrique, avec l'offre qu'on vient de lancer, qui s'appelle la LD Switch, qu'on a lancée il y a quelques mois, ça déclenche réellement des décisions d'orientation vers le véhicule électrique. D'ailleurs, LD Switch, je rappelle en 2 mots, c'est parce que j'ai accès à LD Switch, j'ai un véhicule électrique et j'ai droit à 60 jours de véhicule thermique pendant l'année. Et ce droit à ces 60 jours, c'est... Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux prendre un véhicule hybride à ce moment-là? Non, parce que on pense en tout cas que le véhicule électrique, c'est la très bonne solution pour des déplacements urbains, des kilométrages assez limités. N'oublions pas que le véhicule hybride, c'est pas forcément adapté à des kilométrages importants. Par contre, je pars en vacances l'été, je pars en vacances à Lisbonne, à Madrid ou à Milan, j'ai accès à un véhicule pendant 3 semaines ou pendant 4 semaines, non seulement en France, mais aussi dans les principaux pays européens. Alors, objection, votre honneur, sur le véhicule électrique, il y a quand même un surcoût aujourd'hui. Et est-ce que vous maîtrisez... donc, il faut le faire passer, ce surcoût. Et est-ce que vous maîtrisez suffisamment les valeurs résiduelles et la revente de ces véhicules? Parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Il y a un surcoût si vous proposez à un cadre d'entreprise de passer d'un Renault Scénic à, par exemple, une BMW i3 sans formule switch, oui, il y a un surcoût, le TCO va être plus important. Alors, d'une part, parce que la remise à l'achat est en général beaucoup moins forte sur le véhicule électrique. Et je crois qu'il faut, nous on pense chez ALD qu'il faut envisager ce schéma et ces réflexions de manière différente. Et notamment ALD Switch, on le voit sur nos clients qui ont lancé cette formule avec nous. Souvent, les collaborateurs sont prêts à prendre des véhicules inférieurs à ce qu'ils auraient pris traditionnellement, c'est-à-dire plutôt passer d'un X5 à prendre une BMW i3, voire une Zoé. Par contre,
lorsqu'ils ont besoin d'un véhicule plutôt familial pour leur semaine de ski, pour les 3 semaines d'été, ils ont accès à un monospace, voire un véhicule plus haut de gamme qui correspond aux besoins, hors besoin de domicile-travail durant l'année. Et 2 choses complémentaires sur l'électrique. Oui, vous avez raison sur la partie du prix. On est en train de se rendre compte aussi, et je vous invite à regarder l'étude de l'Observatoire du véhicule d'entreprise, quand on regarde sur une trentaine de milliers de kilomètres sur 3 ans, le prix de revient kilométrique d'une Zoé versus une Clio, on se rend compte que finalement l'écart arrive à quelques centimes. Et certes, il y a un coût d'achat supérieur, mais on est en train de recalculer finalement la maintenance. J'entendais tout à l'heure, c'est 20% de maintenance en moins parce qu'il y a moins d'usure de certaines choses. On parle du carburant qui compense et on arrive à quelques centimes, voire sur la Golf, à être des fois flat, c'est-à-dire très peu d'écart. Donc on est en train de changer tout ça. Pas de frais de parking. Exactement. Et puis après, en termes de remarketing, on apprend aussi. Avant, c'était un marché franco-français pour revendre. Maintenant, ça s'ouvre à l'Europe. Donc on est en train de revoir tous ces éléments et c'est passionnant. Alors on a 2 autres points à voir. Donc le quatrième volet de ce débat. Donc tout ça va fonctionner avec le développement du monde digital et notamment dans les véhicules, donc les véhicules connectés et les véhicules autonomes. À ce niveau-là, vous en êtes où? Vous mettez à la route des voitures des constructeurs qui sont équipées en première montre, mais quand ce n'est pas équipé en première montre, vous mettez des boîtiers, vous ne mettez pas de boîtier. L'objectif chez Arval, c'est que 100% des véhicules livrés soient équipés de solutions télématiques. À quel horizon? En fait, à horizon 2018 pour pouvoir mettre à la route les véhicules neufs. Et après, en fonction, tout à fait. Après, en fonction, mais déjà des clients l'adoptent. Nous avons déjà des milliers de solutions installées avec des effets immédiats. Les effets immédiats, ce matin même, et je pense que mes collègues peuvent dire la même chose, c'est on retrouve des voitures grâce à la télématique. Avant, la gestion du vol, quand on n'avait pas de télématique, il y a des chefs de parc qui voient la différence. Parce que le kilométrage, avant, on l'avait quand il y avait une révision ou quand on allait faire un plein ou autre. Maintenant, on l'a tous les jours. Et en fait, ils sont en train de voir les effets immédiats de la télématique. Et il y a quelque chose qu'ils verront dans quelques années, c'est tout ce qu'on est en train de travailler grâce à la collecte des données, de la maintenance proactive. Non, on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui, mais je pense que mes collègues aussi vous diront ce qu'ils font. Alors. Mais voilà, il y a déjà des effets immédiats sur la télématique, des primes d'assurance en baisse chez certains assureurs qui voient les clients Arval équipés de solutions télématiques, la gestion du vol, des baisses de coûts. En fonction exactement, les baisses des frais, des coûts de carburant, des clients qui vous disent qu'au bout d'1 an, grâce à une meilleure affectation des tournées, grâce à une meilleure organisation, ils arrivent à faire 20 à 30% d'économie. Voilà. Et demain, ça veut dire que ce sera encore d'autres propositions de valeur pour les clients. Ouais, je suis toujours un peu partagé sur la télématique, parce qu'on s'aperçoit, donc on a une solution aussi de télématique, qui est avec une solution, avec un fournisseur de télématique. Quand on regarde les effets de la télématique sont surtout après 1 an. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont sous contrôle, on va dire entre guillemets sous contrôle, consomment moins de carburant et ont moins de sinistralité. On s'aperçoit que quand cette même population avec boîtier et une autre population sans boîtier, mais avec des formations, arrive à avoir, après 2 ans ou 3 ans, une consommation qui continue. Alors j'évoquais la télématique uniquement pas uniquement dans un but de surveillance, c'est d'apporter aussi, permettre d'apporter un certain nombre de services. C'est un peu comme quand on conduit un véhicule hybride, on fait l'effort de conduire différemment pour rester le plus longtemps possible sur l'électrique. Parce qu'on est incité, et parce qu'il y a cette formule-là qui évidemment consomme moins de carburant, etc. Je crois que le véhicule autonome, il faut l'appréhender, là aussi en fonction de l'évolution technologique des constructeurs, et être capable d'avoir des prix qui sont même différents en fonction des technologies et en fonction de la sécurité. Parce qu'on peut dire une voiture autonome, mais l'autonomie, à quoi elle sert? Est-ce qu'elle sert au conducteur à dormir quand il est derrière son volant? Est-ce que ça sert à adapter sa vitesse et faire des économies? Est-ce que ça évite d'avoir des accidents au niveau de certaines tranches horaires parce qu'on sait qu'il y a plus de fatigue, etc. Et je crois qu'on est au début vraiment d'un incroyable élan autour de l'investissement qui va être opéré sur ces voitures et qui va nous apporter à tous, là aussi, la possibilité d'optimiser le parc de nos clients parce qu'on va vraiment... tout en conduisant, pouvoir faire des économies ou pouvoir être encore plus en sécurité. Et je crois qu'il faut être capable de combiner ces opportunités de marché avec ce que doit être le véhicule de l'entreprise demain. On a parlé de véhicule électrique. Pour être honnête, il faut forcer le destin du véhicule électrique. Et de notre côté, le forcer, c'est
avoir des valeurs résiduelles de marché qui vont permettre d'avoir des loyers qui soient compétitifs, mais aussi installer des bornes et installer de l'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer un véhicule électrique à un client avec un TCE qui est très compétitif. Si vous n'avez pas l'infrastructure pour accompagner Alors ça commence ça se développe sérieusement quand on regarde la carte de France de ChargeMap, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que chez nous, quand on propose de l'électrique, on propose la structure et la logistique autour, avec des refacturations professionnelles et personnelles, pour justement promouvoir l'électrique. Mais là, on voit bien qu'on ne s'occupe pas simplement d'un véhicule. On s'occupe de sa recharge, on s'occupe de la partie privée de l'utilisation de la voiture. Donc la voiture a besoin de nous communiquer un certain nombre de data pour qu'on puisse se dire il faut telle charge dans telle maison et tant de bornes dans l'entreprise. Donc en fait, la voiture va nous parler de plus en plus. En fonction des datas qu'on aura à travailler, on va prendre des décisions, à mon avis, sur nos offres de produits et services, et pas simplement dans nos modes de gestion aujourd'hui. Et là, la voiture demain qui va communiquer différemment, soit elle est beaucoup plus chère, et dans ces cas-là, les arbitrages seront difficiles à prendre, ou alors elle sera installée sur des véhicules un peu plus mass market. Et dans ce cas-là, on pourra prendre d'autres positions sur ces voitures-là, parce que quand on sera les premiers à avoir des voitures autonomes avec la bonne technologie, on va créer une attractivité pour nos véhicules aussi d'occasion. Donc là aussi, quand on parlait de la deuxième vie et la troisième, éventuellement de la troisième, commençons par la deuxième. Déjà, là on voit bien que ces voitures-là auront aussi un fort attrait pour le véhicule à titre particulier. Et la question pour le particulier, c'est est-ce que j'achète cette voiture-là? La réponse, on la connaît déjà. C'est des véhicules qui vont être chers. L'acheteur moyen d'un véhicule neuf en France, il a 56 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de la population qui seront capables de s'acheter. Si on fait demain de la location de durée sur les voitures autonomes, on va accélérer le processus d'installation de ces véhicules autonomes aussi auprès des particuliers. Alors on va évoquer le dernier volet de ce rôle des loueurs que le rôle des loueurs ont à jouer dans tout ce qui est mobilité. On va quitter le véhicule, parce qu'on a beaucoup parlé du véhicule, c'est de parler de multimodalité. Alors là, vous êtes encore... là, on le constate vraiment. Donc, on parlait de vos partenaires et plus ou moins concurrents avec les plateformes et les constructeurs. Là, il y a vraiment deux mondes qui me semblent avancer en parallèle. C'est le monde des transports en commun, du train, de l'aérien, etc. Et puis le monde de l'automobile. Et on a l'impression que les passerelles, elles ont vraiment du mal à se construire et de s'envoyer des grappins à droite et à gauche pour avancer. Est-ce que là-dessus, vous travaillez avec des gens comme la SNCF? On a parlé d'EDF tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses ou alors est-ce que vous allez continuer à avancer chacun sur vos rails, si je puis dire? Aujourd'hui, vous nous qualifiez de loueur. C'est quand même une qualification un peu simpliste, voire très simpliste de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous loueur. Donc la partie loueur, c'est la partie financement de véhicules. Et ça reste encore le cœur de métier. Une part. Cœur de métier, probablement pas, mais une part importante de notre métier. Mais la part la plus importante de notre métier d'aujourd'hui, et probablement la part la plus importante de notre métier de demain, c'est à la fois le service que nous apportons à nos clients entreprises. Il faut savoir que lorsqu'on apporte du service les uns et les autres à des grandes entreprises, ce qui va compter le plus auprès de ces grandes entreprises, c'est le service qu'on fournit à la direction des ressources humaines de nos clients, à la direction financière de nos clients. On est presque plus, pour ces grands clients-là, une SS2I. Là où on va jauger la qualité de nos services, c'est sur la qualité avec laquelle on gère les flux financiers de nos clients, la qualité avec laquelle on va gérer le reporting de nos clients. Bon, ça c'est notre client, là c'est le... Alors ce que je veux dire, c'est est-ce que vous allez travailler avec des gens comme mettre dans votre panier des partenariats avec des gens comme Orange Business Service, Verizon Connect, la SNCF. Je crois qu'il faut reconnecter le sujet, justement, avec la mobilité. Parce que plus on va découvrir des opportunités dans les entreprises à placer, justement... Nous on va être un agrégateur de services, en quelque sorte, parce qu'on est celui, en ce moment, qui brasse le plus d'informations autour de la mobilité. Plus que Orange, plus que l'EDF, parce qu'on a accès à des décisionnaires qui ont des préoccupations. Aujourd'hui, c'est ça. Et on va les aider à transformer un peu, à faire naître des opportunités autour de ces préoccupations. Et à ce moment-là, tout à l'heure on parlait de la productivité d'un commercial. Est-ce que c'est plus intelligent de mettre un commercial dans un train qui va
dans lequel il va pouvoir travailler que de le mettre derrière un volant pour faire 300 km. Ou au pire, de leur proposer une salle de vidéoconférence. Exactement. Exactement. Ça peut aller jusque-là. Ça, ça peut aller bien sûr jusque-là. Ou de solutions de vélo partage. On a Pour faire 300 km, on a ouais. on a quelques clients, en tout cas chez LD, avec qui on discute de plus en plus de solutions de vélo partage, tout simplement pour pouvoir gérer la mobilité des collaborateurs de la station de métro qui peut se trouver parfois Ou même de à chez eux, parce qu'ils à sont pas très loin. 700 mètres Ça, c'est plus vis-à-vis le plan de du siège. déplacement, hein. Alors, ça fait On est partie, plus dans le plan de ça fait déplacement. aussi partie du plan de déplacement, mais c'est apporter toujours plus de services, et là pas uniquement auprès du détenteur d'un véhicule de service ou d'un véhicule de fonction, Mais là, mais c'est là où on fait le parallèle B2B et B2B2C, c'est que là on apporte ce service-là, vélo partage, auprès du salarié, quel qu'il soit détenteur d'un Mais véhicule là, de j'étais fonction ou pas. plus sur les perspectives d'offres de multimodalité. Mais je pense d'accord. qu'en fait, à travers ça, on y répond. Et Guillaume disait, on est acteur de mobilité. Déjà, finalement, moi je confirme, oui, on Mais est pas acteur de de... multimodalité. Et en fait, de Il va multimodalité, falloir- mais je vous prends un exemple simple, c'est que pour aller du bâtiment principal de Arval à son bâtiment secondaire, la multimodalité, c'est deux façons d'y aller. On peut y aller en voiture de fonction, on peut y aller en car sharing électrique, ou on peut y aller à vélo. Ça, c'est de la multimodalité. On le fait déjà et on continue à le faire. Ce qu'on se demande finalement, c'est jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est légitime. Et on se rend compte finalement que les clients nous trouvent légitimes à pouvoir étendre le service, et que la mobilité au sens large, comme disait Jean-Loup, qu'elle soit en voiture ou d'autres moyens, on peut y répondre. On travaille avec BNP Paribas Immobilier pour livrer des immobiliers où il y a du parking et du car sharing à l'intérieur. smart city On ou du travaille smart building. avec BNP Paribas pour pouvoir offrir des places de salles de réunion dans les locaux BNP Paribas partout en France. On a 2200 agences, on a la place. Et donc, en fait, c'est cette mobilité au sens large qu'on veut couvrir. Et Avoir on une verra en vision fonction des... systémique. Exactement. Donc, c'est cette mobilité vraiment où on est déjà présent. Donc je voulais vous remercier à tous de votre fidélité et remercier nos intervenants d'aujourd'hui. Donc des loueurs qui ne sont pas que des loueurs longue durée de véhicules, mais des offreurs de solutions de Les mobilité. acteurs de mobilité. Merci beaucoup, à bientôt et sur Agora News Automobility. Au revoir à tous. Merci. Merci.